Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, majorité et opposition appellent à l'apaisement au Gabon. Des négociations entre le président Ali Bongo Ondimba et la figure de l'opposition Jean Ping se sont tenues lundi à Libreville, la capitale. La tension est à son paroxysme depuis la manifestation de samedi qui a fait un mort. Il est le premier président de la Seconde République de Tunisie, zoom sur Béji Caïd Essebsi, un chef d'État qui a déjà occupé plusieurs fois les fonctions de ministre sous la présidence d'Habib Bourguiba pendant les années 60 et farouchement opposé au parti Ennahda. 4 millions de personnes seraient concernées au Cameroun. La lutte contre l'hypertension artérielle est devenue une préoccupation médicale nationale. Autre problème, les porteurs de cette maladie qui peut provoquer des arrêts cardiaques n'en sont pas toujours conscients. L'heure est aux négociations au Gabon. Depuis lundi, un processus lancé pour apaiser les rivalités politiques exacerbées depuis samedi. Une manifestation interdite de l'opposition a dégénéré en affrontement entre forces de l'ordre et opposition et un étudiant n'a pas survécu. Les précisions de Idlet Mirabel Bissou. Au Gabon, le climat sociopolitique continue de se dégrader. Après les manifestations de l'opposition qui se sont soldées par un mort, plusieurs blessés et de nombreuses arrestations, l'opposition et le parti au pouvoir sont toujours à couteau tiré. Les derniers événements ont contribué à exacerber les divergences entre les deux camps. Les uns et les autres s'accusent d'être la source du malaise sociopolitique ambiant. Le peuple gabonais s'est aperçu que M. Ali Bongo était un tricheur. C'est sur ce point que nous voulions nous exprimer samedi dernier, mais son ministre de l'Intérieur a bien voulu interdire le meeting que nous voulions organiser. Voilà un peu la situation dans laquelle se trouve notre pays. Les enquêtes liées à la manifestation du samedi 20 décembre sont en cours. Pour rassurer les populations et instaurer un climat politique paisible au Gabon, le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Bathily, a rencontré l'opposition et les membres du gouvernement lundi. Les autorités en place ont quant à elles réaffirmé leur attachement au dialogue. Le Gabon n'est pas un pays de violence, le Gabon est un pays de paix avec une tradition de dialogue. Et le dialogue politique, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est ouvert. Il discute avec son opposition, ceux qui acceptent de discuter et ceux qui le reconnaissent bien sûr comme président. Mais voyez-vous, 5 ans après son élection, il y a encore des gens au Gabon qui ne veulent pas reconnaître qu'Ali Bongo est président. Comment voulez-vous qu'ils discutent avec ces gens-là? Et ensuite, de quoi veulent-ils discuter ces opposants? Désormais, les regards sont tournés vers la présidentielle et les législatives de 2016. Ces échéances électorale suscite déjà des inquiétudes au sein de la population. La classe politique est invitée à faire prévaloir la paix et la concorde nationale. L'armée camerounaise fait de la lutte contre la secte Boko Haram sa priorité. Une centaine de personnes soupçonnées d'appartenir au groupe terroriste ont été arrêtées samedi dans l'extrême nord du Cameroun, terrain privilégié du mouvement. Les prévenus sont issus du Cameroun, du Nigeria voisin, mais aussi du Nigeria et du Tchad. La plupart seraient de jeunes recrues, généralement âgés de 15 à 25 ans, qui occupaient des fonctions de guide, d'aide aux combattants, mais aussi de transporteurs de munitions et de combattants. Frondeur anti-islamiste, compagnon de route du père de l'indépendance tunisienne et vainqueur des élections législatives de novembre, Béji Caïd Essebsi a été choisi par les Tunisiens pour diriger leur pays. Avec plus de 55% des voix et une majorité à l'Assemblée, le nouveau président tunisien de 88 ans bénéficie d'une assise confortable pour gouverner. Mais qu'est-ce qui anime véritablement le nouveau chef de l'État tunisien? Birama Saonera nous dresse son portrait. Plusieurs fois ministre sous Bourguiba, président du Parlement sous Ben Ali, le nouveau président tunisien a une longue et riche carrière politique. Suite à des divergences politiques et idéologiques, il rompt avec le régime Ben Ali en 1991 et s'éloigne de la politique. Il revient sur la scène politique en 2011 durant la révolution du Jasmin comme premier ministre de la transition, un passage qui lui a permis de bâtir sa notoriété. À la révolution tunisienne, il est venu en sauveur en définitive. Il est venu gérer une transition difficile après le départ de l'ancien Premier ministre Ranouchi. Il est venu gérer donc une transition et des élections qui ont été de l'avis de tout le monde, bien menées, bien gérées. Tout au long de la campagne présidentielle, cet ancien avocat a pu se poser en rassembleur. Aujourd'hui, Béji Caïd Essebsi fait figure des garants de la stabilité économique du pays. Le nouveau chef de l'État se présente aussi en homme providentiel. Notre objectif principal, c'est de maintenir la Tunisie comme un État du XXIe siècle et essayer de rattraper les États développés parce que nous avons un retard. L'objectif, c'est de répondre
aux préoccupations des Tunisiens et aux exigences du moment. Réagir contre tout de même l'injustice dans laquelle nous vivons, le peu de liberté, la dignité, mais aussi pour des problèmes sociaux. La Tunisie a connu un chômage très important, surtout parmi les gens qui sont diplômés. Béji Caïd Essebsi revendique l'héritage du père de l'indépendance, Habib Bourguiba, une idéologie confrontée au conservatisme des islamistes. Par ailleurs, son parti, le Nida Tounes, est devenu en 2 ans la principale force d'opposition du pays. Aujourd'hui, Béji Caïd Essebsi promet de respecter la nouvelle constitution qui limite les pouvoirs du président de la République. La Tunisie qui a tourné la page de la transition, mais la Libye peine encore à recouvrer une unité nationale. Les forces pro-gouvernementales et les milices s'affrontent depuis le mois d'août dans des lieux stratégiques comme l'aéroport de Tripoli, la capitale. Une situation qui a déclenché le soutien de l'Union africaine. Le président en exercice de l'organisation, Mohamed Ould Abdelaziz, s'est engagé aux côtés de 11 pays africains à renforcer la sécurité aux frontières. Des unités de plusieurs centaines d'agents seront également envoyées sur le terrain. Les étudiants gabonais se remettent encore difficilement de la décision du recteur de leur université Omar Bongo de Libreville. Marc-Louis Ropivia a rendu publique une décision notifiant la fermeture provisoire des dortoirs du campus universitaire sans délai dans la capitale gabonaise. Le recteur parle de questions de sécurité, mais pour les étudiants, cette décision est vécue comme une expulsion. Les explications de notre correspondant au Gabon, Douglas Soutoum. Les étudiants résidents de l'université Omar Bongo de Libreville ont été sommés de quitter le campus universitaire sans délai ce lundi par une décision du conseil rectoral. Cette décision intervient à un moment où l'université et la ville tout entière sont sous tension. Pour les autorités de l'université, la décision prise vient en réponse aux actes de violence perpétrés au sein du campus les 17 et 18 décembre dernier. Le recteur de l'université Omar Bongo décide la dissolution du bureau de la mutuelle des étudiants de l'UOB et l'organisation d'une nouvelle élection à une date ultérieure. Pour des raisons d'insécurité, exposant les étudiants, le personnel et le patrimoine de l'UOB à des incendies criminels déjà observés sur le campus, les résidences universitaires doivent être évacuées. Pour les étudiants, cette décision du recteur n'a pas tenu compte de la péripétie de la vie estudiantine. Selon eux, la décision ne protège nullement l'étudiant. Nous avons été surpris de savoir qu'une telle mesure soit prise et que le délai pour libérer le campus soit aussi court et que cette décision ne soit pas accompagnée des mesures qu'il faut. On doit libérer certes, mais il n'y a aucune mesure d'accompagnement parce que le constat est qu'il y a des étudiants qui sont ici des résidents qui n'ont pas de parents ici à Libreville. Le communiqué rectoral, lu sur les antennes de la télévision nationale, a dissous la mutuelle des étudiants dont les dirigeants élus en octobre dernier sont actuellement en prison pour des motifs non encore élucidés. La dissolution de la mutuelle ne devrait pas avoir d'effet sur la libération du campus. Mais aussi, la mutuelle est reprochée de certaines choses, sachant que la mutuelle est responsable devant les autorités des actes posés par les étudiants, ils auront pu se limiter seulement à la dissolution de la mutuelle. Si la décision de fermer les dortoirs a du mal à passer, les autorités rectorales assurent pourtant qu'elle est conforme à l'article 27 du statut des universités nationales et des établissements d'enseignement supérieur public du pays. La reprise des cours à l'université est annoncée pour le 5 janvier 2015. Les cardiologues l'appellent le tueur silencieux et selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est la deuxième cause de mortalité après le paludisme dans les pays africains. L'hypertension artérielle, une augmentation trop forte de la pression du sang dans les artères, même quand le malade est au repos. Les causes sont multiples, alimentation trop riche, faible activité physique ou encore forte consommation d'alcool. Avec 35% de sa population adulte atteinte, le Cameroun fait partie des pays les plus touchés en Afrique subsaharienne. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. L'hypertension artérielle au Cameroun et en Afrique est devenue l'une des principales causes de mortalité chez les adultes selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'accident vasculaire cérébral AVC, qui est la forme de complication la plus fréquente de cette maladie, est responsable de nombreux décès et paralysies chaque année sur le continent. Avec environ 4 millions de personnes touchées, le Cameroun est l'un des pays africains les plus atteints. Une situation préoccupante pour les spécialistes du cœur qui décrit l'absence d'une politique gouvernementale pour faire reculer la maladie, qualifiée de tueur silencieux. L'hypertension reste encore un ennemi dangereux négligé. Un ennemi dangereux, public dangereux négligé. Je dirais même que c'est l'ennemi public numéro 1 dans notre pays aujourd'hui. Parce que c'est la maladie qui, après le paludisme, touche plus de 35% de la population adulte. Si vous prenez la population actuelle du Cameroun, vous prenez des gens âgés de 18 ans et plus, 35% au moins de cette population souffre d'hypertension.
Mais la population n'en est pas consciente de la gravité. Parmi les actions urgentes à mener selon les médecins, figure en bonne place la sensibilisation contre la consommation excessive de sel. Celle-ci doit se faire auprès des populations et des industries agroalimentaires. La consommation de sel est tout à fait excessive. Pour un Congolais, un Camerounais, 4, 5, 6 grammes de sel devraient suffire. Or, nous en mangeons 10, 12 grammes. Et ceci est tout à fait délétère. C'est ça qui explique en grande partie l'hypertension artérielle et d'autres maladies non transmissibles. Donc il s'agit là d'un problème important contre lequel nous devons nous liguer, contre lequel nous devons lutter. La prévalence de l'hypertension artérielle augmente de façon préoccupante en Afrique, notamment chez les femmes. D'importants efforts de prévention doivent être fournis par les divers États, au risque de voir le nombre de malades dépasser la barre des 150 millions en 2025, selon une projection faite par l'Organisation mondiale de la santé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.